Merci de nous retrouver après ce documentaire avec mes invités sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Émilie Ponce. Vous êtes éleveuse d'agneaux à Émoutier sur le plateau de Millevaches. Vous êtes également vice-présidente de la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. Nicolas Couder, vous êtes éleveur de porc cunoir. Vous êtes aussi d'ailleurs le vice-président des éleveurs de cette même race. Enfin, également sur ce plateau, Stéphane Ferchaud. Vous êtes ingénieur à l'INRAE. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. On va parler de ces races qui font au fond la richesse de nos campagnes, veaux, vaches, cochons. Au fond, ce sont des races, ma première question est pour vous, Stéphane Ferchaud, ce sont des races qui ne sont pas si anciennes que ça, qui datent à peu près du 19e siècle. Ces races qu'on a croisées, ces croisements génétiques, c'est pas si ancien ? Oui, c'est ça. Ils ont été identifiés au 19e avec des gravures qui illustrent assez bien toutes ces races de nos fermes. Et depuis, elles ont relativement peu évolué en tant que race pure. Par contre, elles sont utilisées par les éleveurs pour des croisements notamment et par les organismes de sélection. Alors chaque race a un peu chaque région plutôt a un peu sa race. Ici c'est la Limousine, il y a la blonde d'Aquitaine. Comment on fait que, au fond, ce déterminisme entre la race et le territoire ? Je peux poser la question à Émilie Ponce, peut-être. Oui, alors c'est les races, on appelle ça les races locales. Donc il y en a un peu dans toutes les régions de France. En fait, ces races sont adaptées à des spécificités du territoire. Donc, c'est des animaux qui vont être, selon qu'on est en zone de montagne ou plus en zone de plaine, ils vont être adaptés, donc plus ou moins rustiques. Et c'est ça qui fait leur intérêt, c'est que pour maintenir l'entretien de certains territoires pas très faciles, c'est des races qui ont tous les atouts pour y être par rapport à d'autres races plus modernes, plus productives, et qui sont moins bien adaptés. Alors, est-ce qu'on fait toujours des recherches génétiques sur des croisements de races ? Je peux peut-être poser la question. Alors vous êtes le président du syndicat des porcs cunoirs. Alors on va en parler parce que c'est vraiment une race là qui était en voie d'extinction et qu'on essaie de sauvegarder. On verra d'ailleurs qu'il y a un plan de sauvegarde très précis sur cette espèce-là. Mais est-ce qu'on continue justement à faire des recherches, des croisements génétiques pour améliorer les races ou les adapter au territoire ? Peut-être aussi à l'évolution on parle de l'évolution de la température. Est-ce qu'on continue à chercher ? Alors oui, on cherche. On a des programmes européens de recherche qui sont un peu régis par l'IFIP, l'Institut français du porc, ou INAPOR aussi. Et ces programmes-là, en ce qui concerne les races locales, ils sont très importants parce que ces races locales n'ont pas forcément une caractérisation du génome. Et ces programmes de recherche nous permettent d'acquérir des fonds pour pouvoir un peu caractériser les spécificités de chaque race, les rusticités, les caractères de rusticité qui peuvent en découler, et notamment quelques gènes aussi qui peuvent nous embêter sur ces races-là. Notamment, je pense en porc sur le gène allotane aussi, qui est un gène du stress du cochon et qui aujourd'hui fait partie des programmes de recherche européens où on a des fonds pour caractériser ces génomes-là. Alors pourquoi une race au fond disparaît ? Il y a des races qui n'existent plus, des races ovines, bovines. Qu'est-ce qui fait que les races s'éteignent comme ça ? C'est qu'on a laissé faire les choses, il n'y a pas eu on les a pas préservées. Comment on laisse disparaître, Émilie Ponce Ça a été lié à l'évolution de l'agriculture qui allait vers une standardisation et une augmentation de la productivité des exploitations. Donc, on est allé... la recherche, le progrès génétique a permis de standardiser certaines races déjà existantes ou importées, comme en ovin, par exemple, pas mal de races anglaises. Voilà, pour avoir des animaux qui grossissent plus vite, qui sont plus grands, qui restent dans les bâtiments, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on adapte au fond l'animal aux standards de la société, c'est-à-dire de l'élevage, etc. C'est très formaté au fond. C'est pour répondre à une demande du consommateur aussi. Parce que c'est parce qu'il fallait cette standardisation du produit que que la recherche sur la génétique animale est allée sur cette standardisation. Et aujourd'hui, ce qui est heureux de voir, c'est qu'on commence à avoir un autre type de recherche du consommateur qui permet de réhabiliter les qualités de ces races locales, voilà, plus adaptées à leur territoire et qui répondent pas forcément aux standards
qu'on recherchait jusqu'à aujourd'hui. Et ça parce qu'au fond, Stéphane Tercheux, le risque, quand on entend Émilie Pons, c'est quand on veut standardiser en quelque sorte les races, c'est peut-être un peu au détriment peut-être du produit, de la qualité du produit. C'est ça le risque ? Alors de la qualité du produit peut-être, du terroir, de l'identité du terroir certainement, mais on pourrait dire qu'après-guerre, les races les plus productives ont pris toute la place et les races qui l'étaient un petit peu moins, qui étaient parfois très locales, je pense au porc de Montmorillon qui a complètement disparu, qui avait des caractéristiques de phénotype, d'apparence notamment. Donc là, il a disparu parce qu'il ne correspondait plus aux critères des commerciaux, en quelque sorte. C'est ça. Oui, puis parce que aussi les exploitations agricoles se sont spécialisées. Et là où il y avait dans toutes les fermes 2-3 cochons qui restaient tout le temps là, dont tout le monde avait ses cochons, d'un coup il n'y a plus que des vaches ou que des brebis. Et voilà, les races se perdent aussi comme ça. Alors les races se perdent. Donc il y a celle du porc noir qui est une race dont les effectifs avaient beaucoup diminué. C'est celle dont vous êtes le représentant, qualité de président de cette race. Donc, Nicolas Couder, il reste combien de porc noir aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est à peu près à 250 reproducteurs au jour d'aujourd'hui, répartis dans la race. Alors, pour comprendre, 250, c'est peu ? C'est très peu. Alors, à titre de comparaison, sur les 6 races locales de porcs français qui existent encore aujourd'hui en France, vous avez 2 races nordiques qui sont le porc de Bayeux et porc blanc de l'Ouest, où il y a à peu près entre 100 et 120 individus dans la race, reproducteurs, je veux dire. Après, vous avez le porc basque où on est à peu près à 450-500 mères truies. Vous avez le porc corse où on oscille entre 1100 1200 truies et le porc gascon où on est à 1500. Donc on va dire qu'on a un intermédiaire entre les races nordiques, les 2 races nordiques et les 3 races ibériques du sud. 250, on a été beaucoup plus faible que ça. Il faut savoir que quand le programme de conservation des races a démarré en 1980, on a retrouvé à peu près, que ce soit dans les différentes races, même chez les Basques, chez les Gascons, à peu près 35 reproducteurs dans chaque race. Et il a fallu reconstituer la génétique avec ces effectifs-là. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître peu, mais ce qui est important, c'est de développer des filières attenantes à ces races-là, parce que c'est ce qui va nous permettre de continuer la sauvegarde de ces races. D'accord. Et le but, c'est de faire en sorte que ces races se pérennisent et qu'elles deviennent plus, au fond, des races de marché, parce que c'est le cas. Alors, on a la chance qu'aujourd'hui, on va dire la société a évolué. On n'est plus dans les années 70 où, après la loi de modernisation agricole de Edgar Pisani, je crois que c'était 1968, je ne sais plus, ou 66, je crois, où il fallait produire. Donc, il y a aussi les pouvoirs publics qui ont, tout à l'heure, j'en reviens au débat de tout à l'heure, mais les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité aussi dans cette disparition des races. Il n'y a pas que les éleveurs qui sont responsables. Il y a aussi les pouvoirs publics qui incitent les éleveurs à ne plus utiliser ces races-là, même avec des interdictions. Donc on a... Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas assez rentables Parce qu'à cette époque-là, il fallait produire. Il fallait produire, après gré, il fallait produire, et il fallait apporter de la rentabilité sur les fermes. Et nos races un peu locales n'étaient pas forcément toutes aussi productives. Donc il fallait sélectionner des races qui étaient bien productives et qui permettaient aux éleveurs de produire de façon importante un produit standardisé et qu'on puisse mettre en marché et évoluer là-dessus. Et les pouvoirs publics ont quand même leur part de responsabilité. Malgré tout, donc dans les années 80, on a quand même relancé ces races-là, et ce qui nous a permis d'avoir des races de pouvoir permettre à certaines races de continuer à exister et d'être liées à un territoire. Parce que si elles étaient là, c'est parce que, comme disait tout à l'heure Émilie, elles sont adaptées à ce territoire. Elles se sont, on va dire, au cours des siècles, elles se sont formatées un peu sur ce territoire. Elles ont acquis les spécificités qui correspondent à ce territoire. Alors, Émilie Pons, en écoutant Nicolas Couder, dit qu'il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Il y a peut-être aussi, dans cette politique, une responsabilité des chambres consulaires. Peut-être les chambres d'agriculture ont aussi poussé à au fond, cet élevage intensif qui peut-être Je sais pas si
c'est les chambres, c'était vraiment des volontés politiques. Bon, après, il faut resituer dans un contexte, le contexte d'après-guerre, où il a quand même fallu produire pour nourrir les gens. Et je pense qu'à l'époque de Pisani, il n'y avait pas aussi toutes les importations qu'on a aujourd'hui. Les gens étaient partis des campagnes, étaient dans les villes, et il fallait nourrir les villes. Donc, bon, voilà, le contexte a changé. Oui. Alors aujourd'hui, donc effectivement, ces races sont soutenues. Il y a des mesures spécifiques, il y a des aides spécifiques. Alors, il y a combien de races soutenues? Parce qu'on parle du porc cul-noir, mais par exemple, je ne sais pas, on pourrait aller des... Pas les chiffres exacts. Il y a des races ovines, des races bovines, des races porcines, des chevaux, des ânes et tout un tas de volailles aussi, des poules, des canards, des oies. Voilà, donc c'est des races à petit effectif qui peuvent bénéficier d'aides spécifiques qu'on appelle des mesures agro-environnementales, des MAE, qui sont des contrats en fait qu'on passe quand on fait la PAC, on va dire. C'est des contrats sur 5 ans avec une aide aux animaux présents, on va dire aux animaux reproducteurs présents. Donc l'éleveur a des contraintes, il doit s'engager à être dans un organisme de producteurs, etc. C'est quand même assez cadré pour que ce soit une vraie conservation de la race. Et donc, il a une aide pour ces races-là. Alors, Stéphane Ferchaud, ces races qui ont été menacées, certaines en voie de disparition, il y en a qu'on a récupérées d'extrême justesse. On parle des moutons, des ovins, des poules aussi. Est-ce qu'il y a des races qui ont failli disparaître et qu'on a sauvées de justesse, comme ça, qu'on a retrouvées au fond d'un poulailler ou d'une étable? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça peut arriver, ça? Oui, c'est le cas. Et donc, moi, je suis à l'INRAE spécialisé en production porcine et gestionnaire de la cryobanque nationale porcine et ovine. Et donc, nos espèces et nos races sont conservées sous forme de paillettes de spermatozoïdes congelés. Alors ça, on va en parler pour le cul noir. Ça, on va revenir, mais pas seulement. Mais pour toutes les races locales, et y compris les races ovines. Alors, toutes ne sont pas encore à l'état de congélation, mais il y a un programme aussi sur les races ovines à faible effectif. Et nos prédécesseurs ont été dans les fermes acheter des reproducteurs d'intérêt qui représentaient bien le type cul noir par exemple, gascon, toutes les races porcines à l'exception de la Corse, et ont été congelés il y a à peu près 35 ans. Par nos prédécesseurs, je me répète, qui ont été précurseurs, qui ont eu le courage comme ça et ont eu cette vision à long terme en se disant demain on en aura peut-être besoin. D'accord, donc il y a des semences de sperme qui sont congelées, on peut dire, depuis plus de 30 ans. Oui, 30 et 40 ans. Qu'on remet dans le circuit, au fond, dont les enfants des papas, aujourd'hui, courent dans les champs. C'est le cas Oui. Alors, la cryobanque, elle a un rôle un peu de conservation. Hein. Le but au départ de la cryobanque, c'est la conservation. C'est de pouvoir pallier à un problème dans ces races-là, avoir un stock de semences. Parce que le risque, c'est la consanguinité, c'est ça? Non, alors le risque est la consanguinité. C'est un des facteurs de sélection sur lesquels on fait attention. Mais le risque aussi, c'est nos races, elles sont élevées dans des conditions un peu spécifiques. Par exemple, pour le porc, le porc cul noir, par exemple, c'est une activité, un porc plein air. Le porc plein air, il est soumis à des contraintes de biosécurité, voilà, sur la faune sauvage qui peuvent être un peu, on va dire, dangereuses, car... dangereuses pour l'environnement? Dangereuses pour la race, parce que s'il y a des maladies qui sont transportées par la faune sauvage, et si on peut avoir rapidement des mesures qui peuvent altérer une race, et comme on est sur un très petit effectif, si on abat pour un problème sanitaire quelconque sur un territoire assez restreint un nombre d'élevages important, on peut mettre en péril la sauvegarde de la race. Donc la cryobanque est là aussi pour nous permettre de conserver ces races-là, mais pas que. Nous, on a un souci sur ces races locales, c'est le coefficient de consanguinité. Des fois, on se sert de la cryobanque pour décongeler de la semence d'il y a 30-35 ans. On l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça marche à tous les coups? Ça marche. Dans certaines races, ça marche. En cul noir, ça a marché mieux que dans d'autres races. Et ça nous permet comme ça de réinjecter du sang d'individus d'il y a 35 ans. Et
comme ça, on fait baisser le coefficient de consanguinité de façon... de famille éteinte, de lignée éteinte. Et c'est vrai que pour ces spermatozoïdes qui ont été congelés pendant 35 ans, les voir renaître sous l'œil du microscope avant d'inséminer les truies, c'est un peu le miracle de la survie, parce que en quelques secondes, des spermatozoïdes congelés dans l'azote à moins de 100 degrés se mettent à bouger. Et j'avoue que même si je l'ai vu à de nombreuses reprises, je suis toujours un peu ému de voir cette survie. Et puis ensuite, des porcelets qui naissent dans les élevages, ou des agneaux. Et inversement, quand on fait ces programmes de décongélation de semences, on s'attache aussi, nous, éleveurs, à garder des individus, à remettre des individus en centre à l'INRA pour pouvoir alimenter encore cette nouvelle cryobanque nationale pour les générations futures derrière, parce qu'il faut... Oui, c'est un programme continu. Voilà. Et alors, Émilie Ponce, vous êtes, je le répète, éleveuse d'agneaux à Émoutier, sur le plateau de 1000 vaches. Alors, là aussi, c'est pareil, ce sont des races qui sont un peu en danger, qu'il faut préserver, qui bénéficient aussi d'un programme comme le porc noir ou pas? Chez moi, non. Non. Après, sur le plateau, il y a la brebis limousine, mais dont les effectifs ont quand même bien réaugmenté ces 20 dernières années. Je pense qu'il y a eu des choix politiques. Il y a eu des choix politiques notamment pour l'entretien des milieux comme les landes et les tourbières. Voilà, parce que c'est des animaux qui sont adaptés. Donc il y a dû y avoir il y a toujours d'ailleurs des aides spécifiques pour l'entretien de ces terrains, ce qui fait que les troupeaux se sont constitués avec une nouvelle génération d'éleveurs. Voilà, donc on a pas mal de troupeaux de limousines en race pure sur le plateau de 1000 vaches aujourd'hui. Il faut bien dire que quand je vous entends, c'est qu'au fond, l'extinction d'une race a des incidences sur l'environnement, sur la nature, puisqu'elles ont une fonction. C'est lié un peu sur certains territoires à une déprise agricole en fait, parce que quoi qu'on a en Limousin, on a quand même la vache limousine qui est adaptée, même si elle a évolué sur un phénotype qu'elle n'avait pas avant. C'est une vache qui peut toujours être utilisée quand même sur des territoires un peu compliqués. Mais en ovin, pour le plateau de 1000 vaches, la brebis limousine est quand même un animal hyper adapté à ce milieu-là. Et ne plus utiliser cette race-là, tout comme certaines races dans les Pyrénées ou en Bretagne, c'est des milieux qui ne sont plus pâturés et donc plus entretenus, en déprise, avec perte de biodiversité végétale, animale et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Et donc, on sent bien qu'il y a une fonction au-delà même, il y a une fonction à la fois économique, mais une fonction aussi environnementale. Ce sont des programmes qui sont soutenus, vous le disiez, Émilie Ponce. Il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a des aides pour les animaux, mais il y a aussi des aides pour le pâturage sur certains secteurs, pour l'entretien, l'ouverture des milieux, l'entretien des milieux. Alors, ce sont des races qui ont des spécificités particulières. Le porc noir, on parlait du porc basque. Donc, qu'est-ce que c'est la spécificité du cul noir ? En fait, le cochon, c'est ni plus ni moins, si on remonte aux origines, c'est un sanglier qui a été domestiqué. Et après, au cours des siècles, il faut bien comprendre qu'au cours des siècles, les cochons, ils ont suivi un peu le développement économique de la région où ils se trouvaient. Ils ont acquis des spécificités qui sont propres à la région et qui correspondent souvent qui sont en corrélation avec un développement économique de la région. Par exemple, si on prend le Limousin, 17e, 18e siècle, c'était une région pauvre. Et le seul moyen à cette époque-là, on n'avait pas les moyens de conservation quand même de viande qu'on a maintenant. Et le seul moyen pour les paysans de pouvoir passer l'hiver, c'était d'avoir ce porc rustique qui s'élevait, il était un peu élevé en plein air. Il se nourrissait des déchets du ménage. Il allait bien souvent en forêt se nourrir de glands et de châtaignes. Et c'était un porc qui se suffisait de peu et qui a acquis au cours des siècles une capacité à faire du lard qui permettait aux paysans d'avoir de la graisse pour passer l'hiver et de se nourrir tout l'hiver. Donc voilà, c'est des animaux qui sont vraiment liés au développement économique des régions, quoi. Voilà.
Alors, c'est vrai que vous parliez du développement économique. Stéphane Ferchaud, on voit qu'au fond, il y a à la fois le développement économique, le marché qui impose un certain nombre de choses. Vous le disiez, on a adapté, on a formaté, au fond, du bétail en fonction du marché, de la demande. On voit qu'aujourd'hui, il y a des tendances aussi nouvelles dans les modes de consommation. On va en parler, il y a le vegan, mais est-ce que déjà, il y a des tendances qui font qu'on s'interroge, je vais vous poser la question à chacun d'entre vous, sur les évolutions des races, comment faut-il accompagner ces évolutions ? C'est aussi valable pour les fruits et légumes, mais là, en l'occurrence, ce qui nous occupe, c'est le bétail. Est-ce que cette réflexion, elle est menée ? Est-ce qu'on anticipe déjà l'évolution des modes de consommation? On pourrait même parler de l'évolution du climat, qui peut-être aussi impacter sur ces races-là. Émilie Panche, je vous vois... Oui, il y a l'évolution du climat, c'est quelque chose d'important, et la rusticité des races, le fait que les animaux vont se suffire peut-être d'un peu moins d'aliments pour grandir, supporter un peu mieux la chaleur. Voilà, ça c'est vraiment des pistes sur lesquelles il faut travailler pour l'avenir. Et puis après, dans la demande sociétale, il y a quand même une partie des consommateurs qui veulent revenir à des produits du terroir, des produits qui ont mis du temps à se faire, qui ont été faits de la bonne façon, on va dire. Et voilà, ces races locales ont toute leur place dans ce marché. Oui, parce qu'au fond, vous abordez la question qui s'impose, c'est... On voit ces élevages intensifs avec ces animaux qui sont souvent maltraités ou qui ont très peu d'espace pour vivre. Là, on n'est pas dans le cas d'espèces dans cette catégorie, puis ce sont plutôt des animaux qui sont préservés, pour lesquels on a une attention particulière. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un décalage entre la promotion qu'on fait de ces races-là et aujourd'hui, et puis l'immense majorité du bétail qu'on voit malheureusement dans des conditions d'élevage qui sont contestables ou contestées? Vous qui êtes éleveur, je vous pose la question, vous êtes à la Chambre, à tous les deux? Oui, je pense qu'il faut de tous les systèmes. Parce qu'on ne va pas pouvoir non plus nourrir tout le monde avec des produits de niche. Et l'intérêt des produits de niche, c'est aussi de répondre à un marché où ils ne vont pas souffrir d'une concurrence, de distorsion de concurrence avec des produits de l'étranger, mettons. Donc... on ne va pas aller vers un tout rustique non plus. Il faut, pour avoir une économie agricole dynamique, on va dire, il faut de tout. Après, je ne ferai pas de procès aux autres systèmes de production en France. Je ne parlerai pas de ce qu'on importe, parce qu'on ne sait pas comment c'est fait. Mais en France, les élevages répondent à des normes. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait comme il faut, malheureusement, mais les élevages répondent à des normes de bien-être animal qui sont de plus en plus strictes, on va dire. Voilà, donc je ne dirais pas qu'il y a une mauvaise agriculture, mais je dirais qu'il faut de tout pour que, dans l'idéal, tout le monde s'y retrouve. Vous parliez justement de l'étranger. Est-ce que ces races qui font la fierté, encore une fois, de nos campagnes, de nos territoires, est-ce que ces races, elles sont exportables? Est-ce qu'on vous demande, je ne sais pas, je vais faire chaud à l'étranger, d'injecter un peu de porc noir en Allemagne, que sais-je, en Italie, ou pas? Il n'y a pas de corrélation entre les pays? Alors, M. Couder pourrait peut-être mieux répondre sur les races porcines. Ouais, si on a des programmes européens, et le dernier programme européen qui a inclus pas mal de produits, c'est le programme Caraloport, où on a une caractérisation du génome sur différentes races rustiques, mais dans toute l'Europe. On a été jusqu'en Pologne, en Allemagne, en Croatie, en Italie. Il faut savoir qu'on retrouve des races locales dans tous ces pays. On est comment par rapport à nos... vous parliez de la Pologne, à l'Europe, on est plutôt bien sur ces races-là par rapport à nos concurrents? On est plutôt bien. Chaque pays, on va dire, fait ce qu'il peut avec ses programmes de conservation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve des races à faible effectif dans tous les pays, que ce soit en Italie, partout, en Espagne, en Roumanie, on en retrouve partout. Après, le but, c'est quand même d'essayer de bien comprendre que ces races-là, elles existent, et si on veut continuer à les faire exister,
il faut qu'on apporte une activité économique sur le territoire avec ces races-là. Et justement, vous parliez tout à l'heure des différents modèles agricoles qui ont bien sûr toute leur justesse, leur place dans le dispositif. La société. Oui, c'est ça, voilà, vous ne pouvez pas demander à un consommateur, à un smicard, d'acheter du jambon de porc-noir qui coûte 100 € le kilo à la découpe. C'est pas possible, quoi. Ça peut pas. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais justement, il faut que ces races locales profitent. Non, mais vous voulez dire par là que ce sont des segmentation. marchés de niche et qu'on ne peut pas sortir de ces marchés de niche, au fond. Non, on peut créer une filière plus ou moins importante, mais on n'a pas vocation, nous, race locale, on n'a pas vocation à remplacer les 22 millions de porcs qui sont produits en France. Il faut savoir que, par exemple, juste à titre de comparaison, sur les 6 races locales en France qui sont gérées par le livre généalogique de porcs, on produit à peu près 20 000 porcs charcutiers par an. Comparé aux 22 millions qui sont produits en France, on représente Upsilon. Mais malgré tout, ces 20 000 porcs, ils peuvent faire vivre un paysan sur un territoire adapté avec cette race-là et avec une segmentation particulière. Voilà. C'est la même chose, Émilie Ponce, évidemment, pour les agneaux sur le plateau de 1000 vaches. C'est ça, avec une valorisation, voilà, avec une meilleure valorisation. Alors ça peut être la vente directe, ça peut être de la transformation pour le porc. Voilà, il y a une catégorie de consommateurs qui recherchent ça. Et ça permet aux éleveurs qui travaillent avec ces races-là d'en vivre. Voilà, de rester sur le territoire. Oui. On prend par exemple le cas de la vallée des Aldudes au Pays Basque. Voilà, c'est des gens qui ont pu rester sur leur territoire parce qu'ils ont développé une filière avec un porc, avec voilà, des brebis laitières, avec une pisciculture. Voilà, le but, faut se servir de ces races locales-là. Parce que la vision sociétale a changé, a évolué, on n'est plus dans les années 70, et justement on a maintenant ces gens qui veulent un peu ce retour aux sources et qui veulent acheter de la bonne viande. Alors bien sûr, c'est pas le cas c'est pas le même pouvoir d'achat pour tout le monde, mais malgré tout, il y a une activité économique à trouver sur ces races locales si on veut les faire perdurer, parce qu'il faut bien comprendre qu'au-delà de la conservation qu'on fait avec l'INRA, avec beaucoup de monde, si on veut que ces races locales continuent à se développer et se maintiennent aussi, il faut leur trouver une réalité économique derrière. Sinon faire de la conservation pour faire de la conservation, ça dure un temps, quoi. Alors Stéphane Ferchaud, on parlait du cul noir. L'INRA a vocation à justement développer ou préserver ces races locales. Il y en a beaucoup. Enfin, je vous ai posé la question tout à l'heure. On parle du porc cul noir. Vous avez fait allusion aux poules, aux canards. Enfin, quels sont les programmes de l'INRA sur ce sujet-là ? Alors j'ai le chiffre sous les yeux, donc on a 179 races locales, tout confondu, toute espèce confondue, et 143 qui sont menacées, donc avec des effectifs pour le porc inférieurs à 1000 truies par exemple. Pour les ovins, on est à 47 races et 23 qui sont menacées, donc ça donne un ordre d'idée. Nos travaux, là, sont vraiment de l'accompagnement, comme le disait M. Couder, pour essayer de sauvegarder l'existant. Et j'ai envie d'être un peu optimiste. Si on regarde sur 20 ans, on voit que ces effectifs ne diminuent pas. Ils ont même tendance à augmenter. En cul noir, grâce à la coopérative. Et pour d'autres, grâce à des démarches de commercialisation. Je suis d'accord, il faut une valorisation. Mais les effectifs ont tendance à augmenter. Et je pense qu'en ovin, on est aussi sur des démarches... Alors, probablement de jeunes éleveurs qui sont attentifs à la sauvegarde de ces races-là. Je pense que ça s'accommode assez bien de l'ambiance générale qui est, alors pour une part des consommateurs ou pour une part des achats, se retourner vers de la production biologique, se retourner vers des labels, vers des cahiers des charges précis et un peu améliorer la qualité gustative des produits. Et ce qui est là où il faut qu'on fasse très attention aussi dans ces races locales, c'est qu'à partir du moment où on développe une activité, on va développer une segmentation et on voit que le produit plaît, se développe. Et c'est là où le rôle du livre généalogique et le rôle des instances est très important, parce qu'il faut bien comprendre que ces races locales, il faut maintenir cette diversité parce que
chaque diversité génétique apporte les caractères de rusticité de ces races, les caractères de goût, caractères de plein de choses. Et justement, il ne faut pas se faire guider nos choix de sélection par la filière. Donc c'est là où c'est compliqué et c'est là où il faut où s'arrête le développement et où commence la sélection. Voilà, on parlait de la limousine tout à l'heure. La limousine, en 40 ans, elle a perdu énormément de ses caractères de rusticité parce qu'elle a été sélectionnée. Elle a été sélectionnée pour faire plus de kilos de viande, pour faire avoir plus de format. Donc c'est là où on a sacrifié au fond aux besoins de la consommation. Elle a évolué, c'est-à-dire que on demande à l'animal de se plier à la filière. Et pas l'inverse, en fait. Et effectivement, la limousine a grandi et tout. Après, c'est des bêtes qui peuvent toujours rester dehors, etc. Mais c'est plus du tout la même qu'il y a 40 ans, ça c'est certain. Ouais. C'est qu'il faut faire très attention à ça parce que le consommateur, même les filières elles-mêmes, ont tendance à un peu dicter après la loi chez les éleveurs et chez les paysans. Et justement, on a la chance d'avoir ces races locales-là qui sont adaptées à un territoire. Et voilà, faut les maintenir tout en gardant cette diversité génétique. Est-ce qu'on crée de nouvelles races ? Est-ce qu'on peut créer une nouvelle race ? Et qui, à un moment donné, détermine que cette race existe réellement ? Alors la création pure d'une race, je ne saurais pas répondre précisément. J'ai pas d'exemple récent en tête ni même pour les autres espèces. Car qu'on ne crée plus de race, quoi, c'est ça. Non, on ne crée plus de race. Il en disparaît des races plus qu'il n'en crée. Ouais. Alors oui, effectivement. Par contre, on travaille sur les races à grands effectifs. Le terme n'est pas très joli, mais ce qui permet de produire les 21 millions de porcs. Les races qui sont utilisées très majoritairement. On va identifier des gènes favorables, par exemple, à la tolérance à la chaleur, dans le cadre du réchauffement climatique, ou alors des gènes qui sont favorables à une faible consommation par l'animal, une plus faible consommation par l'animal, pour maintenir des performances identiques et donc améliorer in fine le revenu des producteurs. Mais c'est plus travailler sur des hybrides. On connaît bien l'hybride en production végétale aussi, de travailler aujourd'hui sur des hybrides que sur des races pures. Alors ces hybrides, on peut préciser quand même l'hybride. Donc ce sont des croisements de races et qui offrent des performances moyennes supérieures aux races qui constituent l'accouplement. Alors, il y a, Émilie Ponce, un moment où les Français se rassemblent autour de la condition agricole. C'est la foire agricole de Paris, où, au fond, tous les Français sont rassemblés et découvrent toutes les races. Alors là, on y voit toutes ces races un peu spécifiques. C'est un moment fort, au fond, qui rassemble la profession, les Français, parce qu'on dit souvent que les Français ne connaissent pas leur campagne, ont du mal mais là, c'est un moment fort où on se rend compte que finalement, les Français sont attachés au monde agricole et puis aux espèces différentes et aux espèces particulièrement menacées. C'est un moment particulier, ce rassemblement avec les Français, la foire de Paris. Le salon de l'agriculture, c'est un moment où toutes les caméras sont braquées sur le monde agricole. Et où il faut venir avec ces races, finalement, les promouvoir aussi. Il faut aussi qu'on se rende compte qu'il y a une race à préserver, c'est l'éleveur, aujourd'hui, parce que c'est un peu une race en voie de disparition. Et voilà, c'est le moment où il faut communiquer sur la diversité et la richesse de nos territoires. Ce qui serait encore mieux, ce serait que cette communication positive soit toute l'année, parce que les éleveurs, dans leurs fermes, font du super travail avec les animaux, que ce soit les races à préserver ou les races à plus grand effectif, toute l'année. Alors justement, vous faites allusion à cette crise un peu, préserver d'abord l'éleveur, parce qu'il n'y a pas évidemment d'élevage sans les éleveurs. Donc on imagine que derrière il y a un message. C'est difficile aujourd'hui d'être éleveur et donc c'est une sorte de revendication. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une condition qui n'est pas facile. Au fond, la qualité, vous parliez de la qualité, de préserver une identité de race, mais c'est pas forcément facile.
Non, c'est pas évident, mais après, chaque filière a plus ou moins des hauts et des bas, et c'est vrai que aujourd'hui, au-delà des filières, il y a tout un système d'agribashing qui s'est mis en place contre les méthodes, on va dire, de travail de nos éleveurs qui sont malgré tout sur notre territoire à nous, qui est la Nouvelle-Aquitaine, qui sont vraiment sans commune mesure avec ce qu'on peut utiliser dans des régions plus productives. Aujourd'hui, que vous prenez la race Limousine ou le porc noir ou même la production de moutons sur le plateau de Millevaches, vous n'avez pas le niveau d'intrants qui peut être utilisé dans d'autres régions plus productives. Donc voilà, les éleveurs, ils en ont un peu ras-le-bol, mais malgré tout, quand on travaille avec, parce que le métier d'éleveur, c'est avant tout une passion, et quand on travaille avec de façon passionnée avec une race qui plus est locale, et qui a des caractéristiques spécifiques et dont on est fier de faire un produit en plus qu'on va vendre cher, haut de gamme, voilà, ça contribue à redonner un peu de fierté à ce monde agricole. Mais il y a un paradoxe, Stéphane Ferchaud. Il parle d'agribashing, mais en même temps, on voit bien que les Français, justement, quand ils vont à la foire agricole à Paris, ils sont très attachés à cette agriculture. Et ce paradoxe est difficilement compréhensible, au fond. Alors en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, la relation directe, et peut-être que l'exemple du Salon de Paris est bon, les chiffres montrent que 79% des consommateurs font confiance aux agriculteurs. Et dans un contexte de crise sanitaire diverse, alors je nie pas du tout ce qui a été évoqué sur l'agribashing, mais malgré tout, aujourd'hui, le consommateur a besoin de ce lien direct, et c'est là où on rejoint ces petits marchés de niche peut-être, mais ces petits systèmes de production qui font que, alors pas pour tous les achats, mais que le consommateur a confiance et va chercher son produit en direct. Et c'est effectivement une évolution du métier un peu d'agriculteur, un retour salutaire avec une confiance qui est des chiffres qui augmentent de manière significative sur 15 ans. On va donc rester sur cette note optimiste, la confiance des Français vis-à-vis du monde agricole. Il faut rappeler que la Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole d'Europe et la première aussi en surface bio, il faut bien le préciser. Et donc merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et restez fidèles à nous. Merci beaucoup.